Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à nos animations confinées. Alors, on devait faire quelque chose autour des vilains, autour des comics. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ma sélection autour des vilains dans les comics. Donc, quelle BD américaine lire qui met en scène vos méchants préférés, hein, les méchants, ceux qu'on appelle les vilains et les anti-héros. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un vilain, tout d'abord, un méchant dans un comics? Donc un méchant, déjà, c'est quelqu'un qui veut faire intentionnellement le mal, déjà. Hein. Donc souvent, ils veulent conquérir le monde, mais pas que. On va voir que c'est plus complexe. Et on a enfin les anti-héros. Donc là, ce sont des héros qui vont utiliser des manières un peu plus de justiciers. Ils vont être un peu plus en dehors des lois pour combattre le crime ou combattre d'autres partenaires héroïques également. Donc ils sont un peu entre les deux. Donc on va un peu revenir sur l'origine du comics, hein, c'est l'occasion, on va voir d'où ça vient quand même le comics books et le genre super-héroïque. Donc notre genre des super-héros, il naît dans les années 30. Et donc c'est à cette époque-là qu'apparaît le comics books tel qu'on le connaît aujourd'hui. Du coup c'est dans les rues de New York, voilà, il y en a des éditeurs qui ont un peu testé de cette BD-là dans les kiosques new-yorkais, et ça a eu un très grand succès. Et le premier des super-héros, c'est bien sûr notre Superman, qui est né en 1938, créé par Siegel et Shuster, voilà, qui étaient deux dessinateurs de BD. Donc dans ces premiers temps, les super-héros combattent que dans les années 40, les méchants ne sont que des gangsters, hein, c'est un peu des héritiers d'Al Capone, hein, c'est des gangsters avec l'imperméable, avec le chapeau, avec les pistolets. Ils ne combattent pas encore les grands méchants du crime tels qu'on les connaît plus tard et tels qu'on les connaît aujourd'hui sur les écrans de cinéma. Donc Superman va se battre contre des gangsters de ce type-là. Donc ce qui est intéressant, le plus grand ennemi de Superman, c'est bien sûr Lex Luthor. Donc je vous présente Président Luthor de Mathéis, l'auteur. Donc c'est un récit plus récent, donc on est autour des années 2000 et c'est Lex Luthor qui va devenir président des États-Unis. Voilà, donc ça vous rappelle peut-être un président connu. Donc c'est un président qui va un peu diviser contre toute attente, qui va se faire élire par le peuple américain. Hein. Donc Lex Luthor, c'est un grand magnat de l'industrie, voilà, un milliardaire qui est dans la technologie de pointe. Et dans les années 60, on apprend, enfin les auteurs nous ont appris pourquoi ils ne s'entendaient pas avec Superman, d'où venait leur querelle. Donc la chose marrante, ça serait d'ordre capillaire. Hein. Lex Luthor aurait perdu tous ses cheveux à cause de Superman, voilà, c'est les auteurs qui ont expliqué ça. Et du coup, en fait, Luthor nourrirait une jalousie envers Superman à cause notamment de sa chevelure. Donc c'était dans les années 60, hein, c'était l'explication. Donc on n'a jamais eu vraiment, à part ça, la vraie raison de leur rivalité respective. Donc du coup, Luthor se fait élire par son programme et élu président des États-Unis. Et là, du coup, ça va créer beaucoup de dissensions autour de la communauté super-héroïque de l'univers d'ici. Voilà. Est-ce qu'on est contre Luthor? Est-ce qu'on est pour lui? Et Luthor est bien sûr intouchable en tant que président des États-Unis. Donc je ne vous révèle pas la fin, mais c'est très très intéressant. Donc c'était une manière d'introduire Lex Luthor au tout début. Et sachez que pour la création de Superman, les auteurs, Siegel et Shuster, donc, avaient imaginé dans leur prototype pour faire Superman, avait imaginé plutôt Lex Luthor, donc un personnage chauve, plutôt assez maléfique, qui a des pouvoirs de Superman justement. Donc après, ils ont un peu refait leur lecture et Lex Luthor est né plus tard en fait, et ils ont fait le Superman tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors notre premier vraiment super vilain qu'on peut qualifier de l'histoire, c'est en 1940, donc dans la première BD de Batman. Donc Batman né en 1939. Sous la plume de Bob Kane, voilà, qui crée Batman. Et du coup, Batman, pareil, c'est plutôt le penchant nocturne de Superman, hein, c'est plus un anti-héros, Batman. Et Batman combat le crime et un peu plus un justicier de la nuit. Et il a, du coup, pareil, comme Superman, au début, il combat que des voleurs, des gangsters, des voleurs à la tire, etc. Et il faudra attendre un petit peu avant de voir son grand ennemi, qui est bien sûr le Joker. Voilà, donc le Joker apparaît en 1940, donc par les mêmes auteurs, sauf qu'au tout début, il n'y a pas encore cette notion d'antagoniste, de super vilain récurrent en fait. Donc il va être utilisé une fois en 1940, ils vont imaginer d'autres personnages de l'univers de Batman, il va y avoir Catwoman, il va y avoir Enigma, il va y avoir le Pingouin. Voilà, c'est des personnages qui vont sortir un peu comme ça, mais on n'avait pas cette idée de les réutiliser ou de les garder pour plus tard. Donc ils vont faire une apparition un peu furtive dans un ou deux tomes, et après on les ressortira des années plus tard en disant « Ah bah oui, mais ils étaient pas mal ces méchants-là ».
Donc parmi les origines story, donc les origines du Joker, on ne sait pas d'où il vient. Voilà. C'est un être très mystérieux, c'est un des méchants les plus populaires du comics. Et dans les classements des méchants favoris, il est toujours le premier ou le deuxième avec Magneto, hein, toujours. Donc là, je vous propose un gros classique de Alan Moore, Killing Joke, voilà, qui propose une origine du Joker. Donc nous avons en fait le Joker qui est en fait un comédien raté. Voilà, c'est un père de famille, il n'est pas très heureux dans son couple, il a un enfant à nourrir, il essaie de se nourrir avec des petits one-man shows, mais ça ne marche pas du tout. Et un jour, il va tomber, bien sûr, c'est le fameux passage où il tombe dans la cuve d'acide, la naissance du Joker, il tombe dans la cuve, et là, il se retrouve un clown, il devient un clown fou, qui perd la raison et dont le but est de détruire Batman et de faire régner la folie à Gotham. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que en partie, ce comics-là, donc qui est assez court, hein, mais qui est vraiment essentiel sur le Joker et sur sa relation avec Batman, c'est que l'un ne va pas sans l'autre, hein, c'est vraiment le revers d'une même médaille, les deux personnages. Et notamment Todd Phillips, le réalisateur pour le film Joker, qui est sorti en 2018, si je ne dis pas de bêtises, s'est inspiré en partie de ce début de trame avec le Joker, qui est un comédien raté, en fait. Et c'est que de là viendrait une partie de sa névrose, du fait qu'il n'ait pas pu réussir à être un comédien, en fait, qu'il n'ait pas pu percer, et qu'ensuite, après, il y a eu la cuve, et que voilà, qu'il est devenu vraiment maléfique pour de bon. Donc après, dans les années 40, on n'a pas vraiment de personnages, de vilains marquants. On va avoir plutôt une grosse production de super-héros, mais pas de vilains marquants. Et dans les années 50, il va y avoir un gros frein. Hein, voilà, petite historique de la BD américaine, qui s'appelle le Comic Code. Donc là, le Comic Code, c'est une réglementation une forme de censure qui a été faite, d'autocensure même, qui a été faite par les éditeurs, parce qu'il y avait beaucoup de gens, d'associations qui militaient contre le comic book, comme quoi le comic book était à la base de tous les maux de la jeunesse américaine, hein, notamment à cause peut-être des questions, ça serait de la violence, des choses comme ça. Et du coup, c'est similaire au code Hays dans le cinéma, voilà. Donc de ne pas montrer de violence, de ne pas montrer de choses horrifiques, de choses qui font peur, pas de gros mots, etc. Voilà, c'est toute une réglementation assez stricte que les éditeurs de bande dessinée vont se mettre pour continuer à vendre des comics. Donc du coup, pour le coup, pour nos super vilains, c'est un peu raté, du coup, hein, vu qu'on ne peut pas montrer de choses négatives dans la bande dessinée. Donc du coup, il faudra attendre quelques années encore avant que nos méchants puissent revenir. Donc on va faire un bond dans les années 60 avec une maison d'édition qui s'appelait Atlas auparavant et qui va se renommer Marvel. Voilà, à partir de 59, si je ne dis pas de bêtises, qui va s'appeler Marvel. Et puis là, du coup, avec toute une nouvelle génération d'auteurs qui vont arriver, donc avec à leur tête Stan Lee et Jack Kirby. Voilà, deux énormes noms. Et Steve Ditko qui a créé notamment Spider-Man. Voilà, donc trois gros noms énormes qui vont créer et coécrire ensemble des centaines et des centaines de personnages, comme des personnages secondaires, héroïques, etc. Et parmi ces méchants incontournables, dès le premier 4 Fantastiques, créé par Stan Lee et Jack Kirby, on a le méchant de Fatalis, hein, dans les années 60, de Doctor Doom. Donc Fatalis, c'est un méchant les plus emblématiques de l'univers Marvel. Donc Fatalis, c'est un brillant scientifique voilà, qui va se retrouver le visage totalement brûlé, suite à une expérience ratée qu'il faisait avec Red Richard, qui va être pareil, qui était son ancien ami d'études et qui va devenir son ennemi mortel en gros. Hein. Ils vont devenir un peu à la manière de Batman et du Joker, ils deviennent les deux faces d'une même pièce et le reflet l'un de l'autre, hein, vraiment la dualité. Donc du coup, Fatalis se retrouve brûlé et il va se façonner une sorte d'armure totalement indestructible. Et il est d'origine de la Latvérie, voilà, c'est un pays situé dans les Balkans, un pays imaginaire, imaginé dans le monde de Marvel. Et il devient le leader de ce monde-là, et puis voilà, Fatalis a beaucoup de moyens, donc pareil dans l'industrie de pointe, pour construire des robots, et il va imaginer toutes sortes de plans machiavéliques pour conquérir les États-Unis et le monde de manière globale. Donc notre Fatalis dans le Secret War de Jonathan Hickman, énorme auteur aussi Jonathan Hickman, en fait les mondes de Marvel rentrent aux collisions, voilà, il y a la question du multivers chez Marvel, et l'univers est en train d'être détruit en gros à la suite d'un cataclysme, et le docteur Fatalis va réussir à s'approprier les pouvoirs des dieux de la création Marvel, les Beyonders, ça s'appelle. Et il va un peu réussir à recoller les mondes entre eux. Voilà, il va s'approprier de très très grands pouvoirs de création, Fatalis, et il va se créer un monde à son image. Voilà, donc dans ce monde-là, c'est lui qui règne, c'est lui qui a tous les pouvoirs.
sauf que va y avoir des super-héros de l'ancien monde, voilà, de l'ancienne dimension qui a existé auparavant, qui vont se rebeller contre ce tyran-là. Donc c'est très intéressant l'approche de Fatalis, parce que quand on voit que c'est pas forcément un vrai méchant, on se pose la question s'il a sauvé le monde, parce qu'en fait, sans lui, est-ce que le monde aurait été sauvé s'il n'avait pas récupéré ses pouvoirs divins, qu'il aurait reconstruit le monde? Est-ce que le monde n'aurait pas été, et toute la vie n'aurait pas été définitivement détruit sans son intervention? Donc c'est ça qui est intéressant, on a une sorte de anti-héros dans cette histoire-là de Fatalis, qui a conscience, qui se pose des questions sur ses pouvoirs, sur ses actions, etc. Donc c'est très très intéressant. Et du coup, il est encore en antagoniste avec Red Richard dans cette histoire-là, qui sont les deux personnages principaux de cette histoire. Donc du coup, les Avengers qui ont la mémoire vont combattre donc Fatalis dans ce tome-là. Donc une histoire fascinante. Dans ces anciens méchants, voilà, dans les années 60 également, on a la création de tout le monde des X-Men et de Magneto. Voilà, donc Magneto, c'est un personnage aussi emblématique dans le monde des super-vilains. Voilà, un des méchants préférés, un des méchants les plus profonds de l'histoire des super-héros, même. Donc Magneto, c'est un rescapé de la Shoah. Voilà, c'était un enfant dans les années 40. Il sort des camps de concentration. Il peut s'échapper et puis ses pouvoirs de mutant se développent. Donc il peut contrôler divers métals et il a des pouvoirs magnétiques. Donc c'est un des mutants les plus puissants. Et en fait, dans sa jeunesse, il va créer une relation fraternelle avec le professeur Xavier. Voilà, donc ça, du coup, toute l'histoire du monde des X-Men tourne autour de la vision qu'ont Xavier et Magneto de la cause mutante. Donc Xavier plutôt pour une vision pacifique, voilà, que les mutants puissent s'inscrire dans la société pacifiquement. Et alors Magneto, lui, a une approche beaucoup plus radicale. Hein, donc c'est un peu Malcolm X et Martin Luther King, en gros, dans leurs approches, tous les deux. Et dans House of M, justement, c'est très intéressant. Donc c'est la fille de Magneto, la sorcière rouge, voilà, qui est aussi elle, une mutante très puissante. Elle a, suite à un très gros chagrin, donc un très gros bouleversement personnel, à elle seule, elle va créer une dimension parallèle, Scarlet Witch. Et dans ce monde parallèle, justement, les mutants sont la race dominante sur Terre. Voilà, donc contrairement à l'autre monde où ce sont les humains qui dominent. Donc du coup, les mutants dominent. Et c'est la famille de Magneto, voilà, qui dirige le pays. Donc Magneto avec Wanda, donc la sorcière rouge. Sauf que dans ce monde idéal, où ce sont les mutants qui sont là, du coup, il va y avoir Wolverine qui va garder, donc le héros Wolverine dans des X-Men, qui va avoir des brides de souvenirs de l'ancien monde également, et qui va se dire qu'il y a quelque chose qui cloche, et il va tenter de reconquérir donc ce monde-là en réveillant les consciences d'autres personnes, en disant qu'ils ne vivent pas dans un monde réel et que ce monde est factice en fait. Donc pareil, hein, une BD de Brian Bendis, et illustrée par un Français, Olivier Coipel, très beau style également. Donc pour les fans de l'univers X-Men, c'est une œuvre culte. Donc dans les méchants emblématiques des années 60 aussi, on en a beaucoup. Donc on va s'intéresser à Ultron, voilà, donc la BD Age of Ultron. Et c'est très drôle parce que le film a le même nom, mais l'histoire n'a absolument rien à voir. Donc Ultron, c'est un personnage très intéressant aussi, créé dans les années 60. Donc à la base, c'est plutôt un simple robot, voilà, c'est plutôt un robot destructeur qui se rend compte que l'humanité n'a pas sa place dans l'univers parce qu'elle est inférieure aux machines. Et au fur et à mesure, ce robot devient très intéressant dans sa psychologie parce qu'il il préfigure l'intelligence artificielle. Donc ça va être une intelligence artificielle qui pense par elle-même, qui prend des décisions par elle-même et qui peut se diriger elle-même. Donc Ultron devient en fait un programme informatique qui a été créé par le docteur Hank Pym. Voilà, et qui va déborder l'humanité. En fait, ses créateurs vont se faire déborder par cette intelligence artificielle-là. Donc, dans Age of Ultron, c'est pas mal le constat. Au début, c'est Ultron qui a gagné. Les machines ont réussi à dominer les êtres humains. Voilà, on est un peu dans un scénario à la Terminator. Voilà, c'est les machines contre les êtres humains. Et les machines sont toutes puissantes. Donc, on a dans ce monde-là où les machines dominent la planète, les machines d'Ultron, on a les derniers Avengers vivants qui vont se faire massacrer. Voilà, ils vont tenter une dernière offensive pour essayer de sauver le peu qui leur reste, et ça va pas marcher.
Donc du coup, pour sauver ça, on a la bonne idée du voyage temporel. Voilà. Donc revenir dans le temps pour détruire, arrêter le créateur d'Ultron et empêcher la création de l'intelligence artificielle qui est Ultron. Voilà. Donc arrêter le docteur Hank Pym pour qu'il ne crée pas ce robot-là. Donc on va avoir deux personnages de l'univers Marvel, donc Madame Fantastique et encore une fois Wolverine, voilà, c'est la superstar, qui vont voyager dans le temps, donc grâce à un système, voilà, ils vont voyager dans le temps et arrêter ce robot-là, enfin essayer de l'arrêter pour changer le cours du temps, le cours de la ligne temporelle, voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez Marvel, une ligne temporelle qui change. Donc ça aussi pareil, histoire totalement différente du film, et je vous conseille également l'ère d'Ultron. Donc on sort un peu des années des héros et méchants des années 60 et on arrive dans les années 70-80 où là les choses ont un peu changé dans le monde des comics parce que dans les années 60 et notamment chez Marvel et DC, on avait quelque chose de très manichéen, voilà, c'était vraiment les méchants très méchants qui veulent conquérir le monde basiquement, hein, sans vraiment de vraie psychologie, et on a les gentils qui sont très gentils, et voilà, donc on a vraiment quelque chose comme ça dans les comics de l'époque, dans les vieux comics, et dans les années 70-80, il y a pas mal de choses qui bougent dans la création américaine, et pas mal aussi de mouvements sociaux, hein, il y a eu beaucoup de mouvements pour les droits civiques, qui ont pas mal changé aussi la société américaine en elle-même. Et du coup, forcément, dans la narration de comics, les choses changent. Donc, dans ces dates-là hyper importantes, on a par exemple The Dark Knight Return, le retour du Chevalier Noir, par Frank Miller, voilà, qui est un auteur incontournable des comics des années 80. Donc là, ce comics a en partie influencé l'histoire de Batman vs Superman, quand même. Ils prennent des bases. Donc en fait, c'est l'histoire intéressante de Batman, mais qui est un Batman vieillissant. Voilà, c'est un Batman qui est obligé de sortir de sa retraite. Un Batman qui est usé par la vie, qui est fatigué, voilà, qui est obligé de reprendre le costume pour combattre le crime de nouveau. Donc on retrouve, il va devoir affronter Superman qui arrive sur Terre, il va devoir refaire face au Joker. Donc voilà l'histoire d'un vieux héros usé qui doit lutter contre ses propres démons. Donc là c'est assez intéressant, la question du vilain, on se rend compte qu'en fait l'ennemi de Batman c'est un peu lui-même. Donc c'est très intéressant la vision, donc c'est quelque chose de beaucoup plus sombre, la narration devient beaucoup plus réaliste. La psychologie des personnages est beaucoup plus importante. Donc c'est ça vraiment le vrai changement. Les choses commencent à se brouiller entre les héros, les anti-héros, les vilains. Voilà, ces choses commencent un peu à changer et on a quelque chose de beaucoup plus cinématographique dans les bandes dessinées américaines. Donc énorme classique. Et un des points d'orgue de cette dimension-là, de cette maturité de la bande dessinée américaine, c'est notamment donc Frank Miller, que je vous ai présenté, et les BD d'Alan Moore, de manière générale, donc l'auteur de V pour Vendetta, et de cette œuvre énorme qui est les Watchmen. Voilà, donc les Watchmen, c'est une bande d'anciens super-héros, voilà, qui ont lutté lors de la guerre du Vietnam notamment, et qui se sont séparés parce qu'ils ne servaient plus à rien, qu'ils étaient un peu passés de mode. Sauf qu'un jour, un ancien super-héros du nom du comédien se fait assassiner. Voilà, il est retrouvé mort. Et du coup, ses anciens partenaires vont devoir plus ou moins se reformer pour mener l'enquête autour de ce crime. Donc c'est une histoire assez passionnante. Vraiment, là aussi, la psychologie des personnages est assez sombre. C'est une sorte d'enquête policière. C'est presque du roman policier, du polar, hein. Et du coup, un des grands antagonistes, c'est justement un super-héros, un ancien super-héros du nom de Ozymandias, voilà, qui est l'homme le plus intelligent de la Terre et qui a un plan un peu fou de remettre l'humanité sur le droit chemin par tous les moyens en déclenchant pour éviter une troisième guerre mondiale, en gros, hein, une sorte de guerre atomique globale. Donc il veut empêcher ça et tous les moyens sont bons, quitte à jeter un espèce de gros calamar de l'espace par un portail. Voilà en gros l'idée. Donc du coup les héros vont se retrouver confrontés à Ozymandias, ils vont être un peu en proie à leurs démons de leur passé super-héroïque, voilà, parce qu'ils sont tous un peu en dépression, ces super-héros. Donc là encore une fois, on a comme dans le Batman Returns, on a des super-héros qui sont leur propre ennemi en fait, hein. C'est leur psychologie, leurs propres ennemis sont à l'intérieur en fait. Donc là pareil, une œuvre énorme. Et dans cette question des anti-héros, on reste toujours sur Alan Moore, voilà, qui dans la même période, dans les années 80, qui a créé à côté de Watchmen V pour Vendetta. Donc là pareil, c'est l'histoire d'une sorte de super anarchiste en gros, c'est très inspiré de George Orwell de 1984. On est dans une sorte d'Angleterre, un peu avec un régime totalitaire. Et on a cette espèce de anti-héros ou de vilain, on ne sait pas trop, c'est soit un héros, soit un vilain, soit les deux.
Et il va provoquer des attentats, il va faire amener des actes de rébellion dans la société, etc., pour justement renverser le gouvernement totalitaire en place, quoi. Donc c'est brillant, c'est un personnage extrêmement cultivé parce que la censure est cultivée. Donc c'est un personnage qui a un phrasé très littéraire, qui est très classe, qui a ce masque. Donc pareil, on apprend un peu le passé de ce mystérieux V. Donc pareil, énorme classique de la BD américaine qu'il faut absolument avoir lu.